distinse domnule profesor Jean-Paul Bled, dragi oaspeți, dragi colegi, dragi studenți, doamnelor și domnilor, a intrat în tradiția noastră academică, veche de aproape 4 secole și jumătate. Sunt 436 de ani de când această universitate a fost inaugurată în 1581 și chiar dacă a suferit întreruperi de-a lungul timpului, ea a rămas mereu una și aceeași. A intrat în tradiția noastră academică să marcăm în forme adecvate contribuțiile științifice de mare amploare în domenii consacrate ale cunoașterii, pe de o parte, și sprijinul personalităților intelectuale ale lumii acordat universității noastre, facultăților și departamentelor sale, pe de altă parte. Profesorul Jean-Paul Bled este o astfel de personalitate care s-a ilustrat în ultimele decenii deopotrivă printr-o activitate didactică și de cercetare impresionantă, unică în domeniul său și printr-o colaborare constantă cu Facultatea de Istorie și Filosofie a Universității Babeș-Bolyai. Pentru cunoscători, opera domniei sale se confundă cu erudiția, cu profunda cunoaștere a Europei centrale, a lumii germanice și germanofone în special, din perioadele mai noi, din perioada modernă și contemporană, cu pasiunea pentru subiectele menite să explice ascensiunea, apogeul și declinul unor imperii ale acestei părți de continent. În altă cuprindere, domnia sa a fost alături de istoricii clujeni ai Almei Mater Napocensis în perioadele dificile ale ieșirii din dictatură, din totalitarism, ale tranziției spre o nouă paradigmă de cercetare și de predare, ale reluării legăturilor noastre firești cu lumea occidentală, de unde ne vin numele, limba, originea și tradiția universitară. Îmi amintesc cu emoție de vizitele profesorului Jean-Paul Bled la Cluj în anii 90 ai secolului trecut, pentru sesiuni de comunicări științifice, pentru colocvii și simpozioane, însoțit de colegi francezi, și mă bucur să-i văd pe unii aici prezenți. Mi-amintesc de conferințele domniei sale despre lumea de odinioară a Germaniei unificate, pe cale de a deveni un nou imperiu, despre monarhia habsburgică atât de diversă și heterogenă, despre figurile de împărați care au fost după 1688 și împărații noștri, ai înaintașilor noștri, despre dezmembrarea Imperiului Austro-Ungar și formarea statelor succesoare și despre multe altele. Grație acestei colaborări, mulți colegi de ai noștri au avut șansa să fie invitați în Franța, să prezinte comunicări, să țină conferințe la universități din Hexagon. S-au elaborat astfel lucrări în colaborare și în cotutelă, s-au alcătuit comisii de doctorat comune, s-au publicat lucrări ale istoricilor români în diverse reviste franceze și ale colegilor francezi în reviste din România. Reorganizarea vieții noastre academice pe tărâmul istoriei moderne și contemporane și al relațiilor internaționale s-a făcut, organizarea masteratelor de specialitate și a institutelor și centrelor de cercetare adiacente s-au făcut toate în mare măsură ca urmare a expertizei furnizate cu generozitate de colegii francezi, în frunte cu șeful de școală, care este profesorul Jean-Paul Bled. Meritele domniei sale vor fi însă relevate pe larg în obișnuita laudatio care va urma. Îngăduiți-mi doar să mai exprim mulțumirea că acum,
La aproape un secol de la Marea Unire, petrecută la finele primului război mondial, și la circa un secol de la refondarea acestei instituții în cadrul Regatului României, instituția noastră, grație unui complex de factori, are înțelepciunea să cinstească un mare profesor francez. O face ca răsplata meritelor acestui profesor și savant, dar și ca un prinos adus Franței, ca un prinos adus Franței eterne, acelei Franțe care ne-a fost aliat de nădejde. Să ne amintim doar de misiunea militară franceză condusă de generalul Henri Mathias Berthelot, să ne amintim de acea Franță care a fost susținătoare înfocată atunci când construiam România unită. Ideile democratice ale Franței de odinioară, limba și cultura sa, modelul de organizare a societății ne-au fost suport, ghid și speranță de-a lungul istoriei ultimelor 2 secole. Iar profesorul Jean-Paul Bled, venit la noi la scurt timp după căderea dictaturii, a întruchipat toată această speranță a noastră în reluarea legăturilor cu lumea rădăcinilor noastre, cu lumea modelului universal al civilizației de succes. De aceea vă mulțumim astăzi, cu gesturi și cuvinte puține, domnule profesor, într-un cadru festiv, și vă invităm, după vechea tradiție universitară, să ne bucurăm așadar împreună. Gaudeamus igitur. Distinși ascultători, îngăduiți-mi tot după tradiție să dau cuvântul domnului profesor universitar dr. George Cipăianu pentru prezentarea acelei laudatio despre care vă spuneam. Aveți cuvântul. Stimate domnule rector, stimați membri ai Senatului, în frunte cu stimatul profesor, președinte al Senatului aici de față, stimate domnule decan, stimați profesori, dragi studenți, mult onorate domnule profesor Jean-Paul Bled. Îmi permit să vă prezint o parte, inevitabil, numai o parte din activitatea, viața și realizările profesorului Jean-Paul Bled, care au determinat conducerea universității noastre să organizeze această întrunire științifică. Cu mulți ani în urmă, Universitatea Marne-la-Vallée a organizat, în colaborare cu Universitatea Babeș-Bolyai, modulele de învățământ în limba franceză la această universitate, în facultățile de istorie, drept, studii europene și științe politice. Unul dintre universitarii francezi care au acceptat să predea la Universitatea Babeș-Bolyai în cadrul modulului de istorie era profesorul Jean-Paul Bled. Era deja cunoscut în mediile academice din România. La București colaborase cu istoricul Dan Berindei, rodnic. La Cluj lucrase cu profesorul Vasile Vesa. Ținuse conferințe. Interesul domniei sale pentru istoria Europei centrale și orientale se materializase deja în cărți și studii publicate, folosite, comentate, apreciate în facultăți și institute de cercetare. Marele său prestigiu intelectual îl preceda. Cu profesorul Jean-Paul Bled revenea în universitatea noastră
unde în perioada interbelică predaseră alți profesori francezi, spre exemplu Emmanuel de Marton, știința istorică franceză, subtilitatea interpretărilor tipic franceză, frumusețea și eleganța stilului. Profesorul Jean-Paul Bled s-a născut în 1942 într-o ilustră familie de intelectuali francezi. Părinții săi, Odette și Édouard Bled, au publicat, între altele, un dicționar ortografic pentru învățarea limbii franceze, care a ajuns atât de util și de faimos, încât acum este cunoscut sub nume de Le Bled, ca și alte dicționare importante ale limbii și civilizației franceze, Le Robert, Le Larousse. De la părinții săi, profesorul Bled a moștenit respectul profund pentru limba franceză, pentru frumusețea ei, pentru forța ei penetrantă de exprimare. Citind textele sale, ai toate șansele de a constata adevărul vechiului adagiu. On va au bout du monde en parlant anglais, mais on va au fond des choses en parlant français. Plecând cu asemenea zestre intelectuale din familie, ați făcut, domnule profesor, experiențe prevestitoare pentru cariera dumneavoastră, pentru cariera viitoare, cu o licență de germană în 1964, cu o licență în istorie în 1965, orientându-vă în cercetare spre lumea germanică. Ați continuat cu un doctorat de troisième cycle în 1970 și un doctorat d'État în 1982, sub conducerea lui Jacques Droz și sub influența altor eminenți istorici francezi ca Victor Lucien Tapier, cu celebra sa Monarchie et peuple du Danube. Sunteți, deci, domnule profesor, elevul seniorilor istoriografiei franceze și europene, care deschiseseră noi căi pentru cunoașterea Europei centrale, mai ales dacă ne gândim și la cartea lui Jacques Droz, Histoire de l'idée de Mitteleuropa. Cu teza domniei voastre de doctorat de stat, Les fondements du conservatisme autrichien 1859-1879, veniți în continuarea maestrilor dumneavoastră eminenți, ducând mai departe cercetarea istoriei Europei Centrale și de Est. Vasta operă istorică a profesorului Jean-Paul Bled s-a dezvoltat în 4 direcții paralele, dar convergente din anumite puncte de vedere. Mai întâi, biografiile. A publicat o superbă biografie despre împăratul Francis Iosif. Aproape toate coperțile cărților sunt prezentate, puteți să le vedeți. Apoi a publicat o carte, Rodolphe et Mayerling, Marie-Thérèse d'Autriche, Frédéric le Grand, roi de Prusse, Bismarck, de la Prusse à l'Allemagne. Un autre livre, une altă carte, La Reine Louise de Prusse, une femme contre Napoléon. O carte despre Bismarck. E un alt volum excelent, François Ferdinand d'Autriche, arhiducele a cărui soartă o cunoaștem toți. A doua direcție, istoria unor țări. În primul rând, Les fondements du conservatisme autrichien, pe care am menționat-o. O carte extrem de interesantă, Les Lys en exil, ou La seconde mort de l'ancien régime. O istorie a Prusiei și agonia unei monarhii,
L'agonie d'une monarchie, Autriche-Hongrie, 1914-1920. A treia secție sau direcție de cercetare, istoria unor orașe. Istoria Vienei, Histoire de Munich sau istoria Münchenului și o a patra, criza din iulie 1914 și Europa. La crise de juillet 1914 et l'Europe. Sub redacție cu un alt coleg francez, Jean-Pierre Deschaux. O carte extrem de interesantă și foarte recentă, 2017, cealaltă a fost publicată în 2016, De Tannenberg à Verdun, La guerre totale. Personalitatea lui Francis Iosif ocupă un loc aparte între preferințele istoricului Jean-Paul Bled. În decursul domniei acestuia, absolutismul monarhic și-a pierdut suflul și apoi a dispărut. Spre sfârșitul domniei sale, presărată de tragedii personale, Francis Iosif apare spre sfârșit ca o personificare vie a Imperiului perimat, a unui stat depășit care se îndrepta spre prăbușire. Aflându-se în centrul furtunii pe care o provocase, Imperiul Habsburgilor i-a resimțit profund șocul, care îi va deveni fatal, prăbușindu-se la 2 ani după moartea bătrânului împărat, ultimul împărat de școală veche. Acesta este și mesajul cu titlul sugestiv, Agonia unei monarhii, carte pe care am menționat-o. Empatia reținută cu soarta bătrânului împărat nu ne predispune să jelim pe ruinile unui imperiu defunct, ci ne îndreaptă să admirăm, să aplaudăm opera unui istoric capabil de a-și lua distanțele față de obiectele tratate pentru a ajunge la constatări veridice care să lumineze plauzibil trecutul. Sub pana profesorului Jean-Paul Bled, destinul lui Francis Iosif își urmează drumul într-un discurs istoric dominat de rigorile meseriei, redactat într-o limbă de o frumusețe aparte. Se naște inevitabil în mintea cititorului tentația comparației, care conduce spiritul spre o altă operă majoră a istoricului Jean-Paul Bled, Sorbonart, biografia lui Frederic cel Mare, regele Prusiei. Arta biografului nu se dezminte nici aici. Aceeași anvergură a concepției care conduce cercetarea, același spirit penetrant care introduce cititorul în meandrele evoluției unei personalități extraordinare, în aparență contradictorie, absolutism, reformă, aceeași scriitură elegantă ne ajută să înțelegem această personalitate complexă care a marcat epoca în care a trăit, cu importante contribuții aduse civilizației din timpul său. Anvergura viziunii istorice a profesorului Jean-Paul Bled face ca opera sa să îmbrățișeze aproape întreaga lume germanică, cu biografii ca cea despre Bismarck, Maria Terezia, cu istoria Prusiei, Austro-Ungariei, a culturii, a societății, istoria Vienei, spre exemplu, centre propagatoare ale unei civilizații danubiene, cum o numește profesorul Jean-Paul Bled, și germanice, care a lăsat urme persistente în zonele aflate sub influența lor. Profesorul se oprește în ultimele sale 2 cărți asupra primului război mondial, care a răsturnat, a condamnat resorturile nu numai psihologice ale lumii dinainte. Prima, criza din iulie 1914 și Europa, analizează situația din Balcani, unde atentatul de la Sarajevo de la 28 iunie 1914 a prins praful de pușcă și relațiile internaționale au explodat. Războiul devenind național devenind un război datorită sistemului de alianțe mondial, cu tot cortegiul de distrugeri și suferințe. A doua carte, De la Tannenberg la Verdun, Războiul total,
îi descrie pe oamenii anului 1914, care, împinși de euforia națională, nevăzând capcanele care le stăteau în față, au plecat la război, crezând că totul se va termina repede. Le-au trebuit luni de zile ca să se trezească, când era însă prea târziu, constatând că războiul era oribil, cerea un efort enorm și cauza nespusă suferință. Profesorul Jean-Paul Bled refuză să se încadreze în vreun curent de gândire de dragul libertății totale de reflexie și exprimare. Plasând personajele biografiilor sale în context mai amplu, politic, social, cultural, ceea ce asigură cărților respective o relevanță mai cuprinzătoare, ele reprezentând, de fapt, istoria acestor societăți. Aceasta pune și problema metodologiei, despre care felul de a proceda al profesorului Jean-Paul Bled spune multe. Această metodologie care stă la baza scrierilor sale. Istoricul Jean-Paul Bled crede cu tărie că cercetarea istorică trebuie făcută la distanță de politică și că adevărul trebuie spus în întregime. Sine ira et studio, was eigentlich geschehen ist, după formula bătrânului Leopold von Ranke. Opera profesorului, publicată într-un ritm surprinzător, reconstituie pentru studenți, profesori, pentru un public divers, un amplu orizont al civilizației europene, care a contribuit cu unele elemente la constituirea noilor structuri ale continentului de astăzi. Vocea sa este vocea unui mare istoric, ascultată și apreciată în Europa și în lume, vocea unui savant care s-a angajat să caute adevărul istoric și să-l împărtășească semenilor săi din ziua de astăzi. De la începutul carierei dumneavoastră, domnule profesor, ați asociat cercetarea și cariera didactică. Deoarece prima asigură noi argumente și informații pentru sala de curs, iar a doua creează posibilitatea unei confruntări creative cu studenții și doctoranzii, ducând la descoperirea unor noi interpretări și la cristalizarea unor idei, a unor noi căi de urmat. Ați predat astfel la MES 1966-1969, la Universitatea din Nantes 1969-1972, la Institutul de Studii Politice de la Strasbourg 72-95, ați devenit apoi profesor la Sorbona Paris 4. Ați predat și la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj. Ați avut mulți studenți și mulți doctoranți, în jur de 32 de doctoranți, între care și români de la Babeș-Bolyai, cărora le-ați transmis atașamentul pentru disciplina noastră și respectul pentru regulile ei. Ați avut de asemenea conducerea unor prestigioase reviste de istorie, Études danubiennes, la Revue d'Allemagne et des pays de langue allemande, la Revue d'Europe, Études gaulliennes. Ați fost de asemenea directorului Centrului de Studii Germanice de la Strasbourg, 1988-1999. Pentru multiplele și prestigioasele dumneavoastră activități, dintre care nu lipsește un angajament, spuneți dumneavoastră, restrâns în treburile publice, dar mai ales pentru realizările dumneavoastră în viața academică, cercetare și învățământ, pentru ceea ce ați creat, pentru statura dumneavoastră intelectuală, ați fost onorat cu premii, distincții, decorații. Chevalier de la Légion d'honneur, 2015. Prix historien de la biographie, 2013. Commandeur de l'Ordre des Palmes Académiques. Chevalier de l'Ordre autrichien Litteris et Artibus. Prix Edmond Bonnevue. Prix de la Fondation Pierre Laffu. Lauréat du Grand Prix Gobert. Prix Édouard Michelet.
Sunteți de asemenea membru corespondent al Academiei Sârbe de Științe și Arte. Stimate domnule profesor, noi aici, la Universitatea Babeș-Bolyai, vă suntem îndatorați pentru interesul dumneavoastră pentru istoria României, despre care ați publicat lucrări, pentru colaborarea și prietenia dumneavoastră, pentru studenții noștri pe care i-ați primit la Sorbona, pentru tezele de doctorat în cotutelă, pentru cursurile făcute la facultatea noastră și vă exprimăm bucuria de a vă saluta din nou în această universitate, cea mai prestigioasă din România, care vă onorează astăzi și unde dorim să vă simțiți, să vă considerați întotdeauna acasă. Vă mulțumesc! Cher Monsieur le Professeur, à la suite de la proposition de la Faculté d'Histoire et Philosophie, le Sénat de l'Université, le 12 décembre 2016, a décidé de vous accorder le titre de Doctor Honoris Causa. Je vais donner la parole au professeur prêtre Ioan Chiril, le président du Sénat, pour lire le diplôme officiel en latin selon la tradition de cette université. Aveți cuvântul, domnule profesor. Nos magnificus rector, clarissimus preses, nec non senatus alme matris Claudiopolitanae Universitatis Collegium, et nos, historia ac philosophiae facultatis decanus, sapientissimo ac doctissimo Domino Iohanni Paulo Bled, alme matris Sorbonensis in Lutetiae Parisiis Universitatis Professori, dum suam prestantissimam nec non fundamentalem ad centralis et orientalis Europae gentium et nationum, ac regnorum historiam erudiendam, atque sua magni momenti ad Germanorum spatium, nec non ad Habsburgorum familiam cognoscendam contributiones observamus, titulum honoris causa doctoris eidem conferimus, in cuius rei fidem hoc diploma propriis manibus subscriptum et nostre Universitatis Sigillum Unitum ei confere curamus, datum Claudiopoli ante diem 9 octobre millesimo septidecimi. Magnificus rector Ioannes Aurelius professor doctor Romanae Academiae Sodalis Pop, clarissimus senatus preses, reverendissimus pater Iohannes professor doctor Chirila, honoratissimus decanus Ovidius Augustinus professor doctor Ghita.
Distinși ascultători, urmează cuvântul sărbătoritului, răspunsul domniei sale la laudatio. De aceea îngăduiți-mi să-l invit pe domnul profesor Jean-Paul Bled să ne prezinte cuvântul domniei sale. Je vous. Monsieur le recteur, Monsieur le président, merci. Messieurs les vice-recteurs, messieurs, mesdames les doyens, chers collègues, chers amis, en liaison avec ce qui vient d'être dit sur mon parcours scientifique, je voudrais vous entretenir d'un sujet qui, je pense, peut avoir une résonance dans ces murs. Je veux dire le mythe de François-Joseph, de l'empereur et roi François-Joseph. Au soir de sa vie, François-Joseph s'est défini lui-même comme le dernier monarque de la vieille école. Une affirmation corroborée par de multiples témoignages de contemporains. Par exemple, sur le soir de sa vie, l'amiral Horthy, qui le servit comme aide de camp, se rappelait « Je n'ai pas connu d'autres monarques qui personnifiaient comme lui la majesté ». Cette impression qui s'est imposée à moi dès la première audience ne s'est par la suite jamais modifiée. Le comte Tchernin, premier ministre des Affaires étrangères de l'empereur Charles, partage ce jugement. L'empereur François-Joseph était un grand seigneur, chacun le quittait avec le sentiment de s'être trouvé devant un empereur. L'impression laissée sur les personnalités étrangères en visite à Vienne est tout aussi forte. Reçu en audience par François-Joseph, Lord Rosebery, un ancien Premier ministre britannique, lui déclare qu'il est le gentleman le plus accompli qui lui était donné de rencontrer. Une appréciation qui, dans la bouche de cet honorable homme politique britannique, doit évidemment se comprendre comme le plus grand des éloges. De tous les souverains européens du temps, François-Joseph est celui dont le règne est le plus long même que celui de la reine Victoria, longtemps la doyenne de cet aréopage. Monté sur le trône le 2 décembre 1848, à l'âge seulement de 18 ans, alors que la monarchie autrichienne n'est pas encore sortie de la tourmente de la Révolution, il s'éteint le 21 novembre 1916, en plein milieu de la guerre mondiale. La durée exceptionnelle du règne explique le titre choisi pour l'exposition qui lui a été consacrée l'année dernière à Vienne, à l'occasion du 100e anniversaire de sa mort, l'empereur éternel, der ewige Kaiser. Elle explique aussi comment un mythe s'est formé dès son vivant autour de la personne de François-Joseph. Il régnait depuis si longtemps qu'il était devenu impossible à ses sujets d'imaginer l'avenir sans lui. Les 68 années du règne sont marquées par une impressionnante succession de mutations
qui bouleverse l'ensemble de la vie politique, économique, sociale, culturelle. Au fil des années, se sont dessinés des mouvements de fond qui ont éloigné François-Joseph du monde dans lequel il avait été élevé et des certitudes dans lesquelles il avait été élevé. Après le chant du cygne de la première décennie du règne, le temps de l'absolutisme est définitivement révolu. La monarchie a adopté les formes constitutionnelles des régimes représentatifs. L'Autriche est entrée dans l'ère des masses, illustrée par le développement de nouveaux courants de pensée et l'apparition de partis modernes tournés vers les foules. Le suffrage universel est instauré en Autriche, pas en Hongrie, en 1906. Dans l'ordre économique, les changements sont également profonds. La société féodale n'a pas disparu avec l'abolition du système seigneurial en 1848, mais son poids va déclinant. Si la majorité de la population vit encore dans les campagnes et continue de travailler la terre, des pôles industriels se sont formés dans plusieurs régions. À cette croissance est associée l'accélération des phénomènes d'urbanisation qui s'accompagnent d'une transformation des paysages urbains. Et d'abord, la première d'entre elles, Vienne, la capitale et la résidence impériale, est passée en une soixantaine d'années de 430 000 à plus de 2 millions d'habitants. Ces transformations sont inséparables des révolutions intervenues dans les sciences et les techniques. Celles-ci ont commencé à abolir les contraintes des distances et du temps, alors qu'au début du règne, les moyens hippomobiles et la navigation fluviale l'emportaient sur les chemins de fer. Alors, à leur début, l'Autriche-Hongrie est couverte en 1914 d'un réseau de 44 000 kilomètres de voies ferrées. Et voici que l'automobile et même l'avion entrent en scène. Dans le même temps, des inventions spectaculaires révolutionnent la vie quotidienne et les moyens de communication entre les hommes. L'électricité, le gaz sont maintenant présents, surtout dans les villes. Le téléphone, le phonographe, le cinéma ont fait leur apparition. Enfin, tous ces changements matériels ne laissent pas d'être porteurs d'idées et de valeurs nouvelles. Pourtant, tout au long de ces années, en contrepoids à cette succession de changements, François-Joseph est le point fixe, le pôle de stabilité autour duquel tourne l'étrange galaxie qu'est la monarchie autrichienne. Au cours de ces 68 ans, François-Joseph ne connaît pas que des succès, loin de là. Son règne peut même se lire au contraire comme une succession d'échecs et d'épreuves. Après la reprise en main, au lendemain de la Révolution de 1848, l'Autriche essuie plusieurs revers lourds. La crise orientale de 1853-56, la brouille avec la Russie, une rupture qui sera irréversible et stade
ultime de leur antagonisme, conduira en 1914 les deux empires à entrer en guerre l'un contre l'autre. En deux temps, 1859 puis 1866, elle est expulsée d'Italie, où les Habsbourg avaient pris la relève des Hohenstaufen. Sadova, Königgrätz en allemand, la chasse en juillet 1866 d'Allemagne, son autre sphère traditionnelle d'influence. Elle y laisse la voie libre à la Prusse. Elle se réconciliera certes avec le nouvel empire allemand, fondé le 18 janvier 1871 dans la galerie des glaces du château de Versailles, mais dans l'alliance conclue en 1879 entre les deux empires, Vienne sera rapidement ravalée au rang de brillant second. À ces revers s'ajoutent les épreuves qui atteignent François-Joseph jusqu'au sein de sa famille. Au cours du règne, il est frappé par plusieurs deuils brutaux. C'est d'abord la perte de son premier enfant, la petite Sophie, morte en 1857, à l'âge de 2 ans. C'est ensuite, le 19 juin 1867, à Querétaro, l'exécution de son frère Maximilien, qui était devenu empereur du Mexique. Le 30 janvier 1889, son fils unique, Rodolphe, se suicide dans le relais de chasse de Mayerling. Le 11 septembre 1898, son épouse, l'impératrice Élisabeth, la célébrissime Sissi, est assassinée à Genève par un anarchiste italien. Le 28 juin 1914, enfin, l'héritier du trône, son neveu, l'archiduc François Ferdinand, est assassiné à Sarajevo par le patriote bosno-serbe Gavrilo Princip. Autant de coups du destin qui ne frappent pas cependant tous François-Joseph avec la même force. La disparition de Rodolphe frappe François-Joseph en plein cœur. Sa mort ôte une partie de son sens à son existence. Quels que soient ses liens avec le nouvel héritier, François Ferdinand, celui-ci ne sera plus la chair de sa chair. Si son sens du devoir et sa volonté lui permettent de surmonter cette crise, nul doute qu'elle n'ait brisé en lui un de ses ressorts les plus intimes. Les conditions de cette mort l'ont, au surplus, profondément marqué. Enraciné dans l'éthique chrétienne, il ne peut comprendre, et encore moins admettre, l'acte par lequel Rodolphe s'est ôté la vie. Quel que soit le souci qu'il mette ensuite, dans ses déclarations officielles, à le présenter comme le meilleur des fils et le plus loyal des sujets, au fond de lui-même, son jugement est fait. Un suicide est une mort infamante, indigne du soldat qu'était Rodolphe. De plus, pour obtenir l'accord de l'Église à l'organisation d'obsèques religieuses, il a fallu recourir à l'explication humiliante que Rodolphe s'était tué dans un moment d'aberration mentale. Enfin, François-Joseph a dû aussi découvrir que son fils était un assassin, puisque, pour se couper toute possibilité de retraite, il a tué, fût-ce avec son consentement, sa maîtresse, Marie Vetsera, avant de se donner la mort. 9 ans plus tard, François-Joseph subit le choc brutal
de l'assassinat d'Élisabeth. Il est d'abord comme pétrifié, puis, s'affaissant dans son fauteuil, il laisse échapper « Rien ne me sera donc épargné sur cette terre ». Des mots qui ne doivent pas se comprendre comme un cri de révolte, mais où ressort la douleur que, depuis la mort de Rodolphe, il porte dans la partie la plus secrète de son être. Quelques instants plus tard, le comte Parr, son premier aide de camp, l'entend se murmurer à soi-même « Nul ne sait combien nous nous sommes aimés ». Un propos qui vaut certainement pour lui, depuis leur rencontre d'Ischel en août 1853, 45 ans plus tôt, jamais il n'a cessé d'aimer Élisabeth. Pour celle-ci, ses sentiments ont en revanche évolué. Son narcissisme croissant l'a progressivement éloigné des siens. On pourra parler dans son rapport avec François-Joseph d'une affection à distance à la mesure de ses absences de Vienne de plus en plus fréquentes. Cette première réaction, après l'assassinat d'Élisabeth, exprime la vérité intime de François-Joseph. Il est vrai qu'il est une autre face de son personnage. La dignité de sa fonction lui commande toujours de dominer ses sentiments. Et en cette circonstance, comme dans les autres, il sait contrôler ses émotions. Durant toutes ces journées, comme après la mort de Rodolphe, l'attention qu'il porte aux affaires de l'État ne se relâche pas. Les diplomates étrangers notent qu'il s'absorbe comme jamais dans le travail. Son sens du devoir ne suffit pourtant pas à expliquer que même dans ces moments, il s'impose ce fardeau. La vérité est qu'il trouve aussi dans le travail un refuge contre la souffrance, d'autant plus lourde qu'elle est silencieuse. Quand elle le retrouve pour la première fois depuis les obsèques de sa mère, sa fille cadette, l'archiduchesse Marie-Valérie, ne peut que le constater. Je sais combien est lourde et profonde est sa souffrance, et face à tant de douleur, je suis impuissante. Avec la disparition de l'archiduc François Ferdinand, le choc est d'une autre nature. François-Joseph n'a jamais entretenu avec lui une relation chaleureuse. Puis celle-ci a été assombrie par plusieurs conflits. En premier lieu, quand François Ferdinand avait défié l'empereur en prétendant épouser l'élu de son cœur, la comtesse Sophie Rotek, une jeune femme de très bonne noblesse, mais d'une famille avec laquelle Habsbourg, conformément au pacte de famille, ne pouvait entrer dans les liens d'une union matrimoniale. Il n'avait pas cédé aux injonctions de son oncle, qui avait fini par céder, mais non sans imposer des conditions extrêmement sévères à son neveu. Son épouse ne porterait pas le titre d'impératrice et, surtout, les enfants à naître du mariage seraient exclus de l'ordre de succession. Il en était resté chez les deux hommes une blessure que le temps n'avait pas refermée, à quoi s'ajoutent des différences politiques graves. Ce n'était un secret pour personne que François Ferdinand souhaitait remettre en cause le compromis auquel François-Joseph était parvenu en 1867 avec la Hongrie et qui, depuis lors, servait
de fondement à l'organisation de la monarchie. Il ne fallait donc pas s'attendre à ce que le vieil empereur fût bouleversé par la mort de François Ferdinand, comme il avait été par le suicide de Rodolphe, puis par l'assassinat d'Élisabeth. Le jour même du drame, sa fille, Marie-Valérie, le trouve assurément sous le coup de la nouvelle, mais elle devine qu'il ne souffre pas. Mais à cause de cela, et c'est le plus important, François-Joseph sait que Principe n'a pas pris pour cible n'importe quel archiduc, mais qu'il a visé l'héritier du trône. Il a compris qu'à travers François Ferdinand, c'est la dynastie qui a été frappée. Aussi est-ce d'abord en chef et en gardien de la dynastie qu'il réagit à l'attentat de Sarajevo. Ces épreuves, toujours supportées avec une grande dignité, contribuent à renforcer le culte qui s'est progressivement formé autour de la personne de François-Joseph. Un culte associé à l'image de l'empereur vieillissant. Avec le temps, celui-ci prend de plus en plus les traits du patriarche bienveillant, tel qu'il se montre lors des audiences hebdomadaires, où il reçoit à chaque fois une centaine de ses sujets venus de tous les coins de la monarchie. Les fêtes organisées à travers toute la monarchie, lors des jubilés de 1898 et de 1908, à l'occasion du 50e, puis du 60e anniversaire de sa montée sur le trône, attestent la force de ce sentiment populaire. Le 24 juin 1898, quelques 70 000 enfants de Vienne défilent devant François-Joseph sur le ring. Certaines de ces fêtes peuvent prendre un tour pittoresque. Ce même jour, dans l'après-midi, le vieil empereur est acclamé comme le premier des leurs par 4000 chasseurs en tenue, réunis pour l'occasion dans le parc de Schönbrunn. Le 28 juillet, c'est au tour des cyclistes de lui rendre hommage. Une cérémonie assez curieuse pour ce souverain généralement réfractaire aux inventions modernes. 10 ans plus tard, le jubilé du règne donne lieu à de nouvelles manifestations spectaculaires. La jeunesse est encore associée à ces fêtes. Un cortège de 82 000 élèves de Vienne, garçons et filles, ouvre à Schönbrunn les cérémonies du jubilé. Celui-ci renoue également avec la mode des tableaux vivants, inaugurée en 1879 par le grand peintre Hans Macquart, à l'occasion du jubilé du mariage de François-Joseph et d'Élisabeth. Maître d'œuvre de la cérémonie, Macquart avait voulu présenter un résumé des métiers exercés dans l'Empire. Cette fois, l'intention est différente. Il s'agit, à travers l'histoire de l'armée depuis les origines de la maison d'Autriche, d'exalter l'unité des peuples de la monarchie autour de la personne de l'empereur. 3 heures durant, François-Joseph salue quelques 12 000 hommes dont la variété des costumes et des uniformes illustre la diversité des pays habsbourgeois. Enfin, après cette rétrospective historique, c'est au tour de l'armée impériale et royale, l'ultime rempart de la monarchie, de rendre hommage à son chef suprême sous la forme d'une grande parade. Les déplacements de François-Joseph sont d'autre part autant d'occasions pour ces sujets de resserrer leurs liens avec lui. Les occasions en sont nombreuses. Dans ce registre, les commémorations historiques
sont des moments privilégiés. Ainsi, François-Joseph se rend en 1863 à Innsbruck pour les 500 ans de l'entrée du Tyrol sous la souveraineté habsbourgeoise. En 1882, à Trieste, pour la célébration des 500 ans de l'appartenance de la ville à la monarchie autrichienne. L'année suivante, à Graz et à Laibach, Ljubljana, pour les 600 ans du rattachement de la Styrie de la Carniole. En 1896, en Hongrie, pour les fêtes du millénaire hongrois. D'autres occasions sont fournies par l'inauguration de grandes réalisations techniques, à Prague en 1868, puis à Bratislava en 1890, pour l'inauguration des ponts François-Joseph, en 1894 à Bregenz pour l'ouverture de la ligne de chemin de fer de l'Arlberg. En 1905, François-Joseph visite les usines Škoda à Pilsen, un des fleurons industriels de la monarchie. À chaque fois, le scénario est le même, la foule s'est rassemblée pour saluer et acclamer l'empereur. Cet attachement se nourrit de l'abnégation mise par François-Joseph dans l'accomplissement de sa tâche. Chez lui, la personne s'efface de plus en plus derrière la fonction. Ses sujets le savent et lui marquent en retour leur reconnaissance et leur respect. Ne se lève-t-il pas dès 4 heures du matin pour commencer sa journée de travail à une heure où la plupart d'entre eux dorment encore? Et tant son emploi du temps est invariable qu'ils peuvent savoir à tout moment de la journée ce qu'il fait et où il le fait. Malgré l'âge, François-Joseph ne change rien à son rythme de vie. Aussi, n'est-il pas étonnant que l'image régulièrement associée au mythe de François-Joseph soit celle du vieil empereur. Au total, sa figure tutélaire est omniprésente sur tout le territoire de la monarchie. Il n'est pas de bâtiment officiel où son portrait ne trône en bonne place, mais nombreux sont en plus les intérieurs simples ou bourgeois où il est également accroché. Multiples sont encore les objets sur lesquels, illustration de ce culte populaire qui entoure sa personne, son effigie est gravée. Et c'est à lui que pensent les badauds lorsque, scène familière des villes de garnison, la musique militaire défile en jouant l'hymne impérial composé par Haydn, le Gott erhalte den Kaiser, que Dieu protège l'empereur. François-Joseph est célébré comme le fédérateur de ces peuples, une fonction évidemment capitale dans une monarchie multinationale dans laquelle il ne peut être d'autre lien entre les nationalités que celui du patriotisme dynastique. Ce que souligne en 1895, dans son ultime dépêche, Sir August Paget, le représentant de Sa Gracieuse Majesté auprès de la cour de Vienne. On ne va pas trop loin si l'on affirme que ce sentiment de loyauté et d'attachement à l'empereur François-Joseph est ce qui tient dans les liens de l'union les diverses parties de cet empire divisé et disparate. C'est là toutefois un rôle difficile à tenir et c'est là aussi que le mythe atteint ses limites. François-Joseph a longtemps cherché la formule qui lui permettrait d'unir ces peuples. À rebours de l'option d'abord tentée au lendemain de la Révolution de 1848, il finit par faire le choix d'une entente privilégiée avec les Magyars. Celui-ci inspire le compromis de 1867 qui réorganise la monarchie sur la base d'une structure dualiste. Cet accord va tenir jusqu'à la Grande Guerre et assurer à François-Joseph
la stabilité qu'il avait vainement cherchée depuis 1848. Le compromis développe pourtant des conséquences qui ne sont pas que positives. Le dualisme est, peut-on dire sans exagérer, une véritable bombe à retardement. Il installe entre Vienne et Budapest une inversion du rapport des forces qui pousse les Magyars à réclamer toujours davantage dans le but d'établir entre les deux moitiés de la monarchie une relation de simple union personnelle. Tout aussi grave, le compromis mécontente, à des degrés divers, les autres nationalités qui s'estiment lésées par un système à l'avantage des Magyars. Il en résulte un malaise qui va croissant à mesure que l'on approche de 1914. La partie autrichienne de la monarchie est précisément secouée par des affrontements nationaux de plus en plus aigus. La célébration des jubilés, et c'en est en quelque sorte l'autre face, ne parvient même pas à les calmer. En 1898, leur exaspération va jusqu'à paralyser le fonctionnement du Parlement de Vienne, tandis que des échauffourées opposent régulièrement Tchèques et Allemands en Bohême, et qu'en Galicie, les tensions entre Polonais et Ukrainiens s'exaspèrent. En 1908, autre signe inquiétant, les Tchèques marquent leur opposition en refusant de participer aux fêtes de Vienne. Pour autant, la sécession n'est réclamée que par d'infimes minorités. De fait, malgré les conflits des nationalités, les débuts de la Grande Guerre montrent que le patriotisme dynastique autour de François-Joseph reste plus que jamais vivant. Comme les autres belligérants, l'Autriche-Hongrie connaît le phénomène de l'union sacrée. Les peuples de la monarchie répondent à l'appel que le vieil empereur leur lance le 29 juillet 1914. Il s'agit cependant d'un chant du cygne. Il apparaît très vite que la guerre sera plus longue que prévu. Cette durée inattendue développe des effets délétères. Elle commence notamment à miner la solidarité qui s'était manifestée avec éclat durant l'été 14 et s'était encore marquée l'année suivante lors de la déclaration de guerre de l'Italie à l'Autriche-Hongrie. Mais il ne s'est agi que d'un ultime sursaut. La disette tue la famine s'installe, sapant le moral des populations. À mesure de la progression de la guerre, la vassalisation de l'Autriche-Hongrie par rapport à l'Allemagne apparaît de plus en plus criante. Quand François-Joseph s'éteint le 21 novembre 1916, le doute a pris corps. Parmi les Viennois qui ont tenu à être présents à ces obsèques pour un dernier adieu à leur empereur, beaucoup se demandent assurément si ces funérailles ne sont pas aussi avant l'heure celles de la vieille monarchie. Et pourtant, le mythe de François-Joseph a résisté aux épreuves et au temps. Il a survécu à la défaite et à l'éclatement de la monarchie qui aurait pu le balayer. Comme l'historien italien Claudio Magris l'a bien montré dans le mythe habsbourgeois dans la littérature autrichienne moderne, les écrivains s'en sont emparés. Par opposition à la barbarie qui s'est abattue sur l'Europe, le temps de François-Joseph inspire le monde d'hier. L'ouvrage Testament de Stefan Zweig, qu'il écrit juste avant de se donner la mort en 1942 au Brésil. Joseph von Sternberg, le réalisateur de L'Ange bleu, qui vécut les premières années de sa vie à Vienne, se souvient, sa barbe avec ses deux pointes était une partie de mon univers et il était le souverain bienveillant d'une société dans laquelle j'étais heureux. Tout y était ordonné. Dans le même registre, Joseph Roth écrit « François-Joseph est l'empereur de ma jeunesse ».
Sa figure est au cœur de la marche de Radetzky, parue en 1932, alors que l'Allemagne paraît sur le point de sombrer dans les griffes du nazisme, que Roth identifie au prussianisme, et quand les troupes hitlériennes entrent dans Vienne en mars 1938, le héros de la crypte des Capucins, autre roman de Joseph Roth, va se recueillir sur la tombe du vieil empereur. Mais la réalité rejoint parfois la fiction. Ce même jour, Katharina Schratt, l'amie de François-Joseph, die Freundin, comme il l'appelait, fait baisser les volets de son appartement pour ne pas voir la Wehrmacht défiler sur le ring. Je vous remercie. Je vous remercie, Monsieur le Professeur. Vous avez évoqué une époque, pour nos ancêtres, pour certains de nos ancêtres, la belle époque. Et je vous remercie. Je vous remercie d'avoir accepté la qualité du membre du corps académique de cette université, la plus ancienne, la plus grande et la plus prestigieuse université de Roumanie. Et je vous souhaite de pouvoir collaborer avec nous, avec nos collègues de la faculté d'histoire et philosophie, comme jadis. Pour être en ton avec l'époque que vous avez présentée, je me rappelle un ancien ambassadeur de France en venant ici en 1914 et il s'appelait le comte de Saint-Aulaire et il a été obligé de passer par la Bucovine pour entrer en Roumanie. À la frontière, il a été reçu avec la Marseillaise. Et il a dit, il me semble, je ne me sens du tout dépaysé. En entrant en Roumanie, il a commencé sa mission ici, dans une période difficile, comme vous savez, mais il est resté toute sa vie fidèle au pays, disons, d'adoption. J'espère bien de ne vous sentir du tout dépaysé ici à Cluj, en Roumanie, et je vous remercie de nouveau. Cu aceasta îngăduiți-mi să declar închisă această ceremonie. Vă mulțumesc.